Salut les cornets, moi c'est Justine. Et moi c'est Christine. Et vous écoutez Crème glacée. Bonjour, bonjour! Allô les cornets! Bienvenue à ce 29e épisode! Wouhou! Hey, ça fait quand même un petit bout de temps, là! On commence à être... On est presque à 30, là! Oui, je comprends Après pas. 30, c'est 50. Après 50, 100. Oh mon Dieu! Eh boy, ça va vite. Ça va trop vite. Ouais, on dirait que ça fait super longtemps, comme on dirait qu'on a commencé hier. Mm-hmm. Mais bref, bienvenue à notre 29e épisode. Oui! J'espère que vous êtes toujours là à nous écouter, malgré les nombreuses semaines. J'espère qu'on n'en a pas perdu quelques-uns avec nos niaiseries. Ben non, en plus, on fait juste grandir, là. On voit notre communauté s'agrandir à chaque semaine. J'espère qu'on vous a pas trop manqué pendant notre semaine de break. Mais là, on est de retour pour 3 épisodes hebdomadaires, comme d'habitude. OK, ça reprend. On est ready. On a pas parlé du pas de crime sur un épisode régulier. On en a parlé sur Patreon, mais pas ici. C'est vrai! Fou malade. Fou malade. C'est vrai, c'était disjoncté. C'était tellement le fun. Merci à toutes les petits cornettes qui sont venus nous dire allô, là. On était autant gênés que vous, aussi pas plus, là. Ouais, c'est ça. Mais c'était trop nice de vous rencontrer. Tout le monde était tellement gentil. Les conférenciers tellement intéressants. C'était full bien organisé, je trouvais. Pour une première édition, ça paraissait pas. Puis tous les podcasteurs, on s'est fait plein de nouveaux amis, là. Oui, c'était vraiment comme une grande famille, là. C'était genre nos grands frères, nos grandes sœurs qui nous recevaient. Oui. Puis c'était vraiment juste le fun. Genre, on se sentait full comme accueillis. Puis le monde nous connaissait déjà. Puis on était comme un peu sous le choc de genre qu'il y ait du monde qui nous connaisse, point, là. Ouais. Fait que c'était vraiment, vraiment cool. Parce qu'on a passé de genre leurs auditeurs à leurs camarades podcasteuses, là, tu sais, parce qu'à la base, nous, on les écoutait, là, puis là, finalement, on était rendus de leur côté, là, c'était fou. Puis c'était trop le fun, là, d'aller souper après avec la gang, genre Hélène de Crime de Bin, les petites frousses, sur la piste du crime. Trop le fun. Ouais, c'était vraiment cool. En fait, je comprenais pas trop qu'est-ce qu'on vivait. On parlait genre de nos passions étranges, tout le monde ensemble, puis c'était juste trop drôle. On se racontait comme plein de petites anecdotes, de petits trucs qui nous arrivent. Oui, on se sentait compris. C'est ça, c'était vraiment le fun. Genre, enfin, on pouvait dire de quoi de morbide, puis les gens étaient là genre « Ah ouais, moi tout. » T'es comme... C'est ça, puis on était genre en plein resto, genre, puis nous autres, on parlait de meurtre, puis tout. Mais ouais, c'était vraiment trop cool, puis j'espère qu'il va y avoir une deuxième édition. En tout cas, il est censé. Ben, j'espère. J'espère qu'on sera toujours là et qu'on va vous re-rencontrer l'année prochaine. Ça serait vraiment le fun. Vraiment. Fait que merci à tout le monde, autant qui ont participé qu'ils ont organisé. Pour vrai, quel bel événement. Fait que... Est-ce que on est prêt pour commencer? On a-tu autre chose à dire? Oui, c'est ça, mais ben non, mais avant que je commence mon épisode, on a notre petit shout-out à faire, comme notre petite tradition le dit depuis quelques semaines, fait que je te laisse y aller. Je vous lis ça rapidement. Donc, on a Charlotte qui nous a écrit et qui dit « Salut les filles, je voudrais ça faire un bon gros shout-out à ma blonde Caroline. Elle n'est pas un gros fan de balado, mais on adore écouter vos histoires. Aïe, c'est tellement bien raconté en plus. Vous rendez mes work hours cool, parce que je vous écoute à la job. J'ai commencé à écouter Apple Balado en arrivant au Québec il y a quelques mois, car je viens de l'île Maurice. J'ai écouté tous vos podcasts en 2 journées. Pour vrai, keep it up les filles. » Wow. J'aime comment elle écrit ça comme elle parle, tu sais, genre « Hey! Oui, c'est ça. Donc cool! » Mais bref, merci Charlotte, puis shout-out à ta blonde Caro. Allô les filles! Oui, salut les filles. Je sais pas si elle parle comme toi, mais c'était le fun à écouter. J'ai improvisé une voix. Oui, c'est ça. Je cite pas faire ça trop voyons, souvent. elle a fait du théâtre. Mais parce qu'elle a écrit vraiment A-I-I-E, genre « Hey! » C'est tellement bien raconté. Ah, je comprends. Fait que j'ai comme décidé qu'elle parlait de même, mais j'espère ne pas t'avoir offusqué. Mais merci à vous deux, c'est full smart de nous écouter. Oui, vraiment.
On est vraiment contents. Vraiment, vraiment. Là, je vais faire différent qu'à l'habitude. Normalement, je serais censée, en ce moment, te dire ma saveur du jour. Ben oui, là, je suis inquiète, là. Mais c'est ça. Je vais faire une petite exception aujourd'hui parce que je trouve que je recommence... Tu sais, on a eu une semaine de congé-ish pour vous, les épisodes réguliers. Et je repars avec un cas quand même assez rough. Genre, je sais qu'on dit ça de tous nos cas parce que ça reste tout le temps des affaires terribles qu'on raconte, là. Mais l'épisode que je fais aujourd'hui, c'est quand même très lourd comme épisode. Ça parle d'un sujet très lourd. Puis je me disais, écoute, je vais me lancer droit au but aujourd'hui dans mon épisode. Je vais tout de suite me lancer dans mon histoire parce que je trouvais rien de drôle, rien de le fun à dire comme saveur du jour. J'aurais comme pas été capable de faire la transition directe là, entre ma saveur et l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. Fait que j'ai fait nanana, aujourd'hui on cancelle ça. Je vous reviendrai avec une nouvelle saveur la prochaine fois. L'histoire... Puis là, OK, my God, j'allais lire exactement comme je l'avais écrit, puis je me rends compte que c'est... Je pense que je me suis laissée inspirer par Captive, parce que j'ai écrit « L'histoire que je te raconte aujourd'hui, ma chère Justine ». Mais genre, je dis jamais ton nom quand je parle, fait que je pense que je me suis laissée... T'étais comme « Tiens-toi bien, Michel ». Alors, je te raconte Annie. Mais ouais, bref. On vous aime, Captive, on vous aime. Mais ouais, c'est ça. Bref, l'histoire que je te raconte aujourd'hui et que je vous raconte à tous, comme je viens de le dire, c'est une histoire vraiment pas facile à entendre. Mon cas d'aujourd'hui, ça parle de meurtre d'enfants. Oh! Mais non seulement ça parle de meurtre d'enfants, mais ça parle de meurtre d'enfants... Hey, j'ai dit beaucoup, excusez. De meurtre d'enfants fait par des enfants. Donc... c'est, selon moi, doublement compliqué. Alors, c'est ça. Préparez-vous mentalement parce que ça va être vraiment difficile à assimiler comme information puis à s'expliquer aussi comme sujet. J'aime mieux vous le dire direct en partant. On va parler de quelque chose de vraiment rough. Puis, je comprendrais si vous voulez skipper des bouts par moment. Je vais essayer de vous le dire quand je m'apprête à dire quelque chose de plus rough. OK. Moi, je peux pas skipper. Non, c'est ça. Toi, t'es prise à entendre mon histoire. Donc, je me lance dans mon histoire. Êtes-vous ready? Ben, je sais plus, mais pas le choix. Parfait. Mon histoire se déroule... En fait, le gros événement se déroule le 12 février 1993. Encore une fois, je vais mettre l'accent sur le fait que ça se passe en février. Ah, encore? My God! Il y a quelque chose dans le mois de février. Bref, ça se passe le 12 février 1993 au nord-ouest de l'Angleterre, plus précisément dans la petite ville de Bootle, près de Liverpool, dans le comté de Merseyside, pour être plus précis. Bref, je connais pas. C'est une petite partie de l'Angleterre. Denise Bulger, je vais essayer de le dire comme il faut, mais je pense que en Angleterre, ils disent Bulger et non Bulger, en tout cas. OK. Denise Bulger et son petit garçon de 2 ans, presque 3, dans le fond, il allait avoir 3 ans dans 1 mois, James Bulger, sont au centre commercial appelé New Strand Shopping Center. C'est un centre commercial qui est à Bootle, justement, et ils font des courses ensemble. Donc, ils s'arrêtent dans plusieurs boutiques, puis à un moment donné, Denise, elle décide de se rendre à la boucherie, qui est comme dans le centre commercial, pour probablement s'occuper de genre son souper du soir qu'elle prévoit faire avec sa petite famille. Au moment où Denise fait sa commande, elle passe à la caisse, puis au moment où elle sort son portefeuille, puis elle commence à payer, elle termine sa transaction, tout ça, elle se retourne après et James a complètement disparu. Donc, il n'est plus à côté d'elle, juste par le moment où elle payait à la caisse. Là, évidemment, elle se retourne de bord, elle commence à regarder partout dans le magasin, elle le voit pas, elle sort du commerce, elle regarde partout autour d'elle, puis vraiment, le petit James, il a disparu complètement. Pire cauchemar, là, pour une mère. Ouais, vraiment. Donc là, on se demande tout de suite, où est-ce qu'un petit garçon de 2 ans
peut avoir été comme ça, genre aussi rapidement, puis être complètement disparu, là. C'est assez louche, surtout que comme elle était en train de payer, puis il y avait d'autres mondes dans le magasin, tu sais, il aurait comme vu si quelque chose de gros s'était passé. Fait qu'on se demande vraiment comme qu'est-ce qui est arrivé pendant cette fraction de seconde où elle avait le dos tourné, tu sais. Donc, Denise, elle va rapidement se rendre au poste de garde, genre au poste de sécurité, en fait, là, du centre commercial, pour aviser les gardes de sécurité que son petit garçon, James Bulger, a disparu et qu'elle le cherche partout. Et pas longtemps après, en fait, la police du comté de Merseyside va être mis au courant également et va commencer les recherches. Donc, gros cauchemar pour cette mère de famille. Ouais. Avant de me lancer dans la série des événements qui vont entourer la disparition de James, je vais d'abord commencer par te parler de la petite famille, donc de la mère, Denise Bulger, du père, Ralph Bulger, et de James Patrick Bulger, qui est le petit garçon que je te parle dans toute l'histoire, en fait, le sujet principal de mon histoire d'aujourd'hui. Denise est décrite comme, premièrement, une super bonne mère de famille. Rien à se reprocher. Elle, être mère de famille, c'était comme sa priorité dans la vie. Fait que depuis qu'elle est tout petite, en fait, elle pense pas comme à qu'est-ce qu'elle va faire dans la vie, sa carrière et tout ça. Elle pense vraiment à comme son rêve de fonder une famille. Donc, de se trouver un homme, ensuite de se marier avec lui, d'avoir un enfant et d'agrandir sa famille encore et encore. Fait que c'est vraiment comme ça son rêve. Donc, à 16 ans, Denise, elle va laisser tomber l'école pour se consacrer à une petite jobine de réceptionniste dans un magasin de crème glacée. Donc, c'est ça. Elle voulait laisser tomber l'école parce qu'elle se disait, tu sais, je vais travailler à temps plein, je vais ramasser mes sous, puis je vais pouvoir comme... me fonder une famille, me concentrer sur la rencontre d'un jeune homme et ensuite blablabla. Fait qu'elle va justement commencer à dater pendant cette période. Puis c'est pas longtemps après son début dans le monde du dating que Denise va rencontrer Ralph, qui deviendra rapidement son amoureux. Donc, ils ont vraiment eu comme un petit coup de foudre ensemble. Ça a fonctionné super rapidement. Les deux avaient comme les mêmes valeurs dans la vie. Ils sont devenus en couple assez rapidement. Donc maintenant, je vais te parler un peu de Ralph. Donc, lors de leur rencontre ensemble, Ralph, lui, il travaillait comme garde de sécurité dans une petite compagnie. C'est le même qui gagnait sa vie, puis lui aussi, dans le fond, il avait pas mal les mêmes valeurs que Denise. C'était comme de rencontrer l'amour, se marier, avoir une famille et tout ça. Tu sais, c'était pas vraiment comme l'argent qui était important dans sa vie. Lui, il était comme garde de sécurité, il gagnait bien sa vie comme ça, puis il avait pas besoin de plus pour être heureux. On va dire d'ailleurs, en fait, on va comme remarquer chez le couple, puis ils vont le dire quand même beaucoup, là, que les deux, ils ont vraiment pas besoin de grand-chose dans la vie pour être heureux. Genre, il y avait pas comme la maison de luxe, il y avait pas beaucoup de possessions, tout ça, tu sais, ils se contentaient des petits moments de la vie, puis il n'y avait pas besoin de grand-chose pour être heureux. Ce qui était le plus important pour eux, comme je l'ai répété et répété, c'est vraiment de fonder une famille. Donc, le jeune couple va rapidement se trouver un petit studio dans lequel ils vont déménager. Fait qu'il y a un petit studio vraiment petit, là, genre dans la même pièce de la salle de bain, puis le lit, puis la cuisine, là. Fait que vraiment petit pour un jeune couple qui vient à peine de se rencontrer, mais tu sais, ils étaient comme vraiment sur la même longueur d'onde, ça fonctionnait bien, puis ils ont déménagé ensemble assez vite. Ça devait être pas cher aussi, là. C'est ça, en effet. Donc, 2 ans plus tard... ils habitent toujours dans leur petit studio. Denise va tomber enceinte de son premier enfant, une petite fille. Par contre, malheureusement, le jeune couple vont perdre leur petite fille à la naissance. Ils vont quand même la nommer Kirsty, puis ils vont toujours la garder en mémoire comme leur premier enfant qu'ils ont perdu tragiquement. Et ça va être déjà comme un énorme deuil pour le couple. Un couple qui est encore dans leur début, là, quand même. Là. Surtout que le fait d'avoir un enfant, c'était leur rêve à chacun. Ben oui. Fait que c'est comme... C'est vraiment difficile. Mais heureusement, tous leurs proches, leurs amis, leur famille vont vraiment comme les encourager à pas perdre espoir. Tu sais, ils vont être bien entourés. Ils vont se dire simplement que s'ils ont à avoir un autre enfant, ça va arriver. Puis si c'est pas le cas, ben... ils vont trouver leur bonheur ailleurs, même si c'est très dur, parce que c'est ça leur rêve. À la naissance de Kirsty,
même si cette dernière est décédée pas longtemps après. Ralph va demander Denise en mariage pour montrer son soutien à sa femme. Donc, même si elle a perdu son enfant, leur enfant, ben qu'il l'aime quand même, puis qu'il est prêt à se marier avec elle, puis de réessayer plus tard, puis toute la patente. Ce qui est quand même cute. Hein? Ouais. Ouais. Sauf que là, si tu te fies à mon introduction du début, je sais pas si tu t'es capable de voir où mon histoire s'en va, mais ça devient encore plus triste d'apprendre qu'ils ont perdu leur premier enfant, alors qu'on sait un peu ce qui arrive au deuxième. Donc, bref, c'est là que je m'en vais. On dirait que dans les histoires de True Crime, il n'y a jamais juste un drame, là. On dirait que c'est ça. Peut-être je sais pas que c'est une bad luck, là, mais je veux dire, c'est comme quelque chose d'imprévisible et de tragique arrive. Ça vient toujours avec plein d'autres choses. Comme un aimant. On dirait que la vie s'acharne sur certaines familles, sur certaines personnes, là. C'est vraiment triste. Non, je suis d'accord. Ça me fait penser un peu justement à... Tu sais, en fait, quand on est allé au pas de crime, là, André Béchard, la mère de Marilyn Bergeron, qui racontait que, tu sais, elle aussi avait perdu un autre enfant avant Marilyn, là. Bref, donc vous savez un peu où est-ce que je m'en vais, mais 2 ans plus tard, le couple va attendre un nouvel enfant, et ce sera le petit James. Donc... lui, pour sa part, il va naître en parfaite santé et va devenir le plus grand bonheur de ses parents. Donc, après le premier choc qu'ils auront vécu avec la petite Kirsty, ben James va comme devenir un peu l'enfant miracle de la famille. Donc, autant Denise que Ralph va considérer James comme le plus grand amour de leur vie, là, le petit bonheur qui arrive, puis le petit miracle, puis les deux vont décrire comme... James comme la plus belle chose qui leur est arrivée, mettons. Donc maintenant, je te parle un peu du petit James Patrick Bulger. On s'entend que je peux pas te parler de lui de long en large parce que malheureusement, sa vie va y être enlevée à 2 ans, presque 3. Oh my God. Donc, James, il est né le 16 mars 1990 à Kirkby, qui est aussi une petite ville dans le comté de Merseyside, donc juste à côté de Liverpool, qui est une grande ville qu'on connaît un peu de nom. Ses parents et ses proches vont décrire le petit James comme un petit garçon toujours souriant, qui était super sociable, il avait toujours les yeux super pétillants quand il rencontrait des nouvelles personnes. Tu voyais qu'il était tout le temps content, on dirait que c'était comme un bébé qui pleurait pas. Ses parents vont aussi dire que c'est un petit garçon qui aimait jouer tout le temps, il était tout le temps en train de danser. Genre, mettons, j'ai vu des vidéos cassettes que ses parents avaient filmées. C'est trop triste, là. Tu sais, il y a juste 2 ans. Mais tu le vois, il est dans le salon, il saute, il danse, il s'amuse. Tu vois que c'est un petit garçon qui est plein d'énergie. Ses parents, probablement parce que il est tellement cher à leurs yeux, puis tu sais, ils ont déjà perdu un enfant, mais sa mère, elle va comme jamais vouloir aller nulle part sans lui. Fait qu'elle va l'amener partout, là, dans les soupers, avec ses amis, quand elle fait des commissions, justement, tu sais, elle l'amène partout. Puis il est tellement pas problématique, comme il est tout le temps en train de sourire aux inconnus, puis en tout cas. Je vais maintenant te ramener au moment que je te parlais tantôt, où Denise réalise que son petit James, il est hors de portée, de vue, elle le voit pas nulle part, dans le centre commercial. Fait que c'est ça, elle va commencer à regarder partout autour, comme j'ai dit tantôt, elle va sortir du commerce, elle regarde encore une fois, elle crie son nom, elle demande à tout le monde autour d'elle si quelqu'un l'a vu. C'est vraiment comme le cauchemar, là. Tu sais, elle demande aux gens, avez-vous vu comme un petit garçon, genre haut comme 3 pommes, marcher tout seul, ou ben marcher comme avec d'autres mondes, parce qu'elle a comme aucune idée si c'est juste lui qui est parti ou si c'est lui qui s'est fait enlever, tu sais, à ce moment-là. Oh my God. Hey, je sais pas comment je réagirais si une madame venait me voir pour me demander avez-vous vu un petit bébé, là? Ah, je serais comme... Tu sais, exemple, c'est non la réponse. Je serais pas capable de juste dire non puis de continuer à faire mon épicerie, là. Genre, je serais capoterais. Ouais. Ben, tu vas être vraiment frustrée tantôt, Jus. Parce oh que... my God. Il y en a des affaires dans cette histoire-là qui sont frustrantes. J'ai peur. Donc, comme j'ai dit tantôt, elle va se rendre au poste de sécurité du centre commercial parce que c'est comme la seule solution qu'elle trouve en ce moment pour aller le plus vite possible. Tu sais, si elle le trouve à nulle part, c'est d'avoir des gens qui pourraient
connaître les lieux par cœur, puis le centre commercial à grandeur, fait qu'ils pourront l'aider, tu sais. Dès que Ralph Bulger est de retour au travail, malheureusement, Denise, elle doit y annoncer que pendant qu'elle était en train de faire des courses, elle a perdu le petit James. Le petit James qui est aussi l'amour de la vie de Ralph, tu sais, elle comprend pas comment qu'elle va faire pour y annoncer, mais elle a pas le choix. Elle l'appelle pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Donc là, les deux parents se retrouvent à signaler la disparition de leur fils à la police et à essayer d'entrer, en fait, dans les systèmes pour voir les caméras de surveillance du centre commercial, puis d'essayer de trouver le plus vite possible, comme s'il n'aurait pas été vu, s'il n'est pas parti avec quelqu'un, etc. Fait qu'ils vont commencer à fouiller les caméras de surveillance dès qu'ils ont accès. Puis ça prendra pas beaucoup de temps, en fait, pour qu'ils retrouvent le moment de la journée, l'heure approximative où est-ce que Denise était dans la boucherie avec James. Donc, tu les vois vraiment les deux entrer dans la boucherie ensemble. Puis tu vois, là, c'est vraiment pas long, là, le moment, mais tu peux voir que le petit James, il est attiré vers l'extérieur de la boucherie par deux autres personnes qui sont pas hautes, eux non plus. C'est pas des grandes personnes. Ils ont pas l'air de des adultes. Mais là, on s'entend, c'est des caméras de surveillance dans les années 90. La qualité de la caméra est pas superbe. Déjà, c'est pas encore le cas. C'est pas encore super. Mais là, tu sais, tu vois vraiment comme c'est flou. Mais t'arrives à voir que les garçons, ces deux garçons, puis qui sont comme un peu plus grands que le petit James, of course. Ils ont pas 2 ans. Mais ils sont capables de déterminer que c'est comme des ados, là. Ils guessent comme environ entre 14 et 17 ans. C'est ça leur guess. Hey, c'est jeune, 2 ans, là. C'est comme tu viens d'apprendre à marcher dans ma tête, là. T'es comme... Ouais. Vraiment. Fait que pendant qu'ils sont en train de voir ça, t'as aussi la police de son côté qui commence à faire des recherches dans la ville. Donc, ils commencent à comme tâter le secteur, puis essayer de parler avec des gens, voir s'ils ont pas aperçu le petit garçon. Puis, dès qu'ils ont comme les nouvelles, en fait, des caméras de surveillance du centre commercial, ils vont se mettre à la recherche d'un petit garçon âgé de 2 ans qui serait en compagnie de 2 garçons d'environ 14 à 16 ans. À ce moment-là, c'est ça, on n'est pas encore sûr de la tranche d'âge des garçons, comme je disais. Sauf que, à ce moment-là, tu sais, quand la famille, quand les parents vont voir les caméras de surveillance, imagine, là, tu vois ton petit garçon s'en aller. Tu sais, il était capable de suivre, qu'il partait de la boucherie, qu'il s'en allait avec 2 gars, qu'il sortait du centre commercial. Genre, imagine comment ça doit être tough de voir ces images-là, c'est épouvantable. Oh non, je peux même pas imaginer. Ouais. Puis, la première réaction de Ralph, donc du père, probablement qu'il essaye en ce moment de rationaliser la chose, de rassurer sa femme, tu sais, il essaye de comme comprendre aussi qu'est-ce qui est en train de se passer, mais lui, sa première réaction quand il voit que son petit garçon, son petit James, est accompagné de 2 enfants, ben il est un peu soulagé. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi, si je serais soulagée, je penserais comme « Ah, il est allé jouer avec eux, il doit juste... Exactement. être parti pour jouer. Au moins, il est peut-être en sécurité, ouais. » C'est ça. Fait que c'est exactement ça qu'il se dit. Il se dit, le fait qu'il est avec 2 petits gars, probablement que, genre, les 2 petits gars, ils avaient pas conscience de ce qu'ils faisaient. Probablement qu'ils sont les 3 ensemble quelque part en train de jouer, puis que tôt ou tard, comme les 2 petits gars allaient retourner chez eux avec lui, puis que les parents y allaient comme... les appeler ou appeler les autorités pour dire qu'il y a un petit gars par rapport chez eux, là. Fait que lui, dans sa tête, il est comme soulagé d'apprendre que son petit garçon, il s'est pas fait enlever, mettons, par un vieil homme, là, ou un monsieur ou une madame, un couple, peu importe. C'est moins inquiétant que de le voir embarquer, genre, dans une caravane blanche pédo, là, tu sais. C'est ça, vraiment. Fait que j'ai comme juste pris une petite citation, justement, qu'il va dire aux médias par après, là, Ralph, mais, tu sais, il va dire que... Là, je vais essayer de le traduire, là, mais il va dire « J'ai regardé Denise, j'ai souri, j'ai tellement eu un sentiment de relief, genre, de soulagement. J'ai tout de suite dit à Denise qu'elle allait être OK, qu'elle allait être en sécurité, qu'il était avec 2 jeunes garçons, qui allait être correct, genre, qui allait être correct. He's gonna be alright. » Fait que ça, c'est ce qu'il arrêtait pas de répéter quand il a vu les images de la vidéo de surveillance. Si seulement. Si seulement. Donc... c'est ça. Pour lui, c'était une bonne nouvelle qu'il n'avait pas été enlevé par d'autres personnages que 2 jeunes garçons. Puis, tu sais,
comme tu dis, là, genre, on dirait que moi aussi, je me serais dit la même affaire, là. Je vois mon enfant qui est avec d'autres enfants, je me dis comme, OK, c'est vraiment cave. Je sais pas, il est où? Il est peut-être dans un parc, il est peut-être à l'autre bout du monde. Probablement que les trois sont en danger, je me dirais ça. Ouais. J'aurais comme probablement eu la même réaction que lui. Comme on peut se l'imaginer, c'est à l'intérieur de ce petit trio que James va être le plus en danger. Donc, les gardes de sécurité, la police, tout ça, vont continuer à faire leurs recherches à travers les caméras de surveillance pour essayer de suivre comme le trajet qu'ils ont fait avec le petit James. Fait qu'en partant de la boucherie, où est-ce qu'il se serait rendu? En fait, puis c'est ça, genre, il y a vraiment le vidéo là, de la caméra de surveillance, là, il est comme disponible, puis j'ai pas vu le vidéo, mais j'ai vu comme plein de photos du vidéo. Puis c'est vraiment rough à voir, là. Tu vois comme un petit garçon qui tient la main d'un autre petit garçon, puis le troisième, en fait, le deuxième garçon, il est comme en face d'eux, puis il mène... Oh mon Dieu, j'ai des frissons. Ouais. Vraiment. J'ai vu tes screenshots, je pense. C'est vrai? Je connais un peu l'histoire, mais vraiment pas en détail, là, mais ouais, j'avais vu ça passer. OK. Oh mon Dieu, t'as vu mes screenshots où? Ben, peut-être pas les tiens, là, mais j'ai vu des screenshots, là. Ah, OK. Non, j'ai pas vu... J'étais genre, j'ai-tu mis mes photos déjà, puis j'ai pas réalisé. Non, mais je veux dire, quand... à un moment donné, là, sur les réseaux, j'avais vu. Mais bref, fait que là, tu suis le petit trajet des garçons et tu les vois que finalement, ils sortent du centre commercial, puis après ça, on a comme plus de nouvelles, parce qu'il y a pas de vidéo de caméra de surveillance à l'extérieur. Mm-hmm. Fait que c'est comme la fin de leur trajet. Puis on est capable de voir que le dernier frame, tu sais, la dernière fois qu'ils ont vu, il était 3h42 p.m. OK. Donc là, avant que je t'explique tout ce qui s'est passé vraiment dans l'histoire, je vais te parler des deux garçons que l'on voit sur les caméras de surveillance avec le petit James. Donc, pas de suspense encore une fois. Je te parle de John Venables et Robert Thompson. Deux petits garçons de 10 ans. C'est tellement jeune. Ça n'a pas de bon sens. Je pense que des tueurs d'enfants me fait plus peur que des tueurs adultes. Oui, vraiment, là. En tout cas, cette histoire me l'a prouvé, là, ça me fait capoter. Genre, je comprends pas, comme même après avoir lu et écouté des trucs sur le cas, je comprends pas comme qu'est-ce qui leur est passé par la tête. Tu sais, des fois, mettons, t'es capable de... pas d'expliquer, là, pas de mettre une raison, mais mettons de voir où est-ce que leur cerveau a passé, leur traumatisme d'enfance, mais eux, ils ont 10 ans, là. Ouais. T'as pas vécu tant d'affaires, là, à cet âge-là. C'est ça, là. Ça veut dire que t'es comme né de même, on dirait, là. C'est comme un... Ouais. En tout cas, je veux pas trop m'avancer, là, je sais pas, là, mais... Non, c'est ça. Puis là, avant que je te parle de eux, je veux juste te mentionner que aujourd'hui, c'est plus leur vrai nom, là. C'est plus leur nom. Okay. Parce qu'ils ont une nouvelle identité. Je vous expliquerai ça plus tard dans mon histoire. Non. Non. Ouais, c'est vraiment, vraiment frustrant. Donc, je vais commencer par te parler de John Venables. Celui-ci est né le 13 août 1982 à Liverpool, en Angleterre. Et là... Bon? Je veux juste dire que je suis vraiment pas bien de savoir que j'ai la même date de fête que cet humain atroce. Mais bon, c'est la vie. Super! J'ai vu ça, puis j'ai eu un petit gloops. Je comprenais pas. Donc, John Venables, il vient d'une famille de la classe moyenne. Ses parents sont Suzanne et Neil Venables. Ces derniers se sont séparés lorsque John était tout jeune. Une histoire comme d'adultère des deux côtés qui a fini par Neil qui laisse sa femme pour une autre femme. Okay. Un petit classique, mais tu sais, rien de très alarmant à part une séparation. Tu sais, ça arrive tout le temps là, que les parents se séparent dans la vie, là, c'est pas nouveau. Ouais. Le fait que son père a quitté sa femme pour une nouvelle femme, ça le fait en sorte que John il a perdu son père assez jeune parce que il a décidé de se construire une nouvelle famille complètement avec sa nouvelle femme, puis un peu laisser tomber
le petit John, en fait. Il le voyait, je pense, comme une fin de semaine sur 2 ou des trucs comme ça, puis de moins en moins. Fait que John, il a vraiment vite pris ses distances avec son père, puis il a plus comme vécu avec sa mère. John va être décrit comme un jeune garçon super timide et introverti. Et il y avait vraiment beaucoup de difficultés à se faire des amis. L'exception, en fait, la seule exception à la règle, c'est son amitié avec Robert Thompson, que je vais vous décrire un peu après. Donc, à part cette amitié douteuse-là, il y avait vraiment de la misère à se faire des amis. Il était souvent comme... En fait, il faisait beaucoup d'intimidation à l'école. C'est lui qui était le bully, un peu. Il intimidait tout le temps les autres, il les rabaissait. Il s'en prenait souvent aux autres enfants, surtout les enfants plus jeunes que lui. Donc, ça commençait à être un pattern qui s'en prenait aux plus jeunes. Puis, il y avait énormément de violence en lui, de colère, de rage accumulée. Puis, pourtant, à ce moment-là, il a vécu aucun traumatisme dans sa vie autre que la séparation de ses parents, puis peut-être une petite frustration contre son père, mettons, qu'il a abandonné. Je veux pas comme banaliser cet événement-là, là, mais mettons, il a vécu ça, puis pas longtemps après, tu sais, comme il bat quasiment des enfants dans le cours d'école, là. Je veux vraiment pas excuser son comportement, là. C'est pas comme un genre de traumatisme d'enfance classique qui développe la violence intérieure. C'est peut-être que lui, il l'a vécu comme ça, puis s'est senti complètement trahi. Puis là, il s'est senti inférieur. Puis là, il y a un complexe de supériorité quelconque. Là. On sait pas, là, on n'est pas des psychologues, là, mais j'avoue, tu sais, que c'est quand même surprenant que ça l'ait escaladé autant avec ce qu'il a vécu. Ouais. C'est surprenant. Ouais, en effet. Fait que c'est ça. On commence vraiment à se demander comme d'où vient cette colère-là. Est-ce que c'est vraiment comme de l'événement qui est arrivé dans sa jeunesse ou c'est comme une colère qu'il a toujours eu en lui? On comprend pas trop. Genre, c'est vraiment difficile à comprendre. Puis surtout que c'est comme des enfants de 10 ans. Je te dirais qu'on va pas vraiment plus comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête, malheureusement. Je vais te décrire un peu comme les comportements problématiques que John y a à l'école. D'ailleurs, il va comme se faire jeter de 2 écoles primaires parce que à cause de sa mauvaise attitude. Mettons, comme il arrachait souvent les travaux des autres élèves sur les murs. Il lançait des objets à ses professeurs. Il se cachait sous son bureau quand il y avait comme une confrontation avec un élève ou un autre professeur, puis il se coupait lui-même avec des ciseaux. C'était même écrit, en fait, qu'il se poignardait lui-même avec des ciseaux dans la classe, devant tout le monde. Il y a un problème, là. Il y a quelque chose, là. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui tourne par rond. Il aurait aussi, justement, un jour essayé d'étrangler un autre élève avec une règle en plastique. Le genre de règle qu'on a au primaire, là. Oh non! Oh my God! Fait que clairement, on voit qu'il y a comme beaucoup de problèmes qui auraient nécessité davantage d'attention de la part d'un professionnel. Fait que, mettons que ses parents, sa mère, exemple, elle a aucune idée qu'il est comme ça à l'école, ben elle aurait dû le savoir, tu sais. Mettons, les professeurs, ils auraient dû faire des interventions, ils auraient dû le dire aux parents, ils auraient dû appeler des professionnels, parce que clairement, pour te poignarder dans la classe, essayer d'étrangler un enfant quand t'es vraiment jeune de même, tu sais, ça paraît que t'as un problème puis qu'il faut que tu sois soigné, là, puis que tu sois suivi par quelqu'un, là. Mm-hmm. Non, c'est ça. C'est pas comme juste une petite intimidation à l'école, là. C'est t'as carrément essayé de tuer un autre enfant, là. Puis là, je vais te parler un peu de Robert Thompson, l'autre enfant sur la caméra de surveillance. Puis ensuite, je vais te parler un peu du genre d'activité que les 2 amis faisaient ensemble. Oh là là, j'ai peur. Fait que Robert Thompson, lui, il est né le 23 août 1982 à Liverpool également, en Angleterre. C'est le 5e enfant d'une famille de 7. Sa mère s'appelle Anne Thompson et son père, il est plus vraiment sur la map, là, genre, il le voit plus, puis il y avait comme pas trop d'informations sur son nom même. Puis d'ailleurs, c'est genre, les 7 enfants ont comme tous pas le même père. C'est comme un peu des hommes qui viennent et qui partent, fait que c'est comme pas clair le père de qui. En tout cas, c'était assez flou. Bon, ben, ils ont un point en commun déjà, là, un père absent. Ça l'a peut-être aidé à ce qu'ils s'entendent bien. Là. Ils ont pu connecter sur ce sujet-là, peut-être. Ouais.
Exact. Malgré le fait que Robert il habitait vraiment dans le même quartier que John et qu'il fréquentait la même école primaire, ben Robert, lui, sa famille vit vraiment pas de la même façon que celle de John. Donc, sont vraiment pas dans la même aisance, mettons, si tu veux, que son ami. Puis tu sais, c'est un peu évident, là, il y a 7 enfants aussi, puis c'est une mère monoparentale. Ouais. Fait que Robert, il va connaître la pauvreté dès sa tendre enfance. Il va pas juste vivre dans la pauvreté, il va aussi vivre dans la violence. Fait que le peu qu'il a connu de son père, tout ce qu'il se rappelle, c'est comme qu'il battait sa mère, qu'il battait ses frères et sœurs, qu'il battait lui. Après ça, tu sais, il a juste vu d'autres hommes entrer dans la vie de sa mère qui faisaient exactement la même chose. Puis finalement, sa mère aussi a commencé à être violente, était alcoolique, elle aussi a commencé à battre ses enfants. Vraiment, là, il y avait de l'abus en masse dans cette maison-là, puis la violence, elle coulait à profusion, là. Comme même entre frères et sœurs, c'était rendu qu'ils se chicanaient au point où qu'ils se donnaient des coups. Fait que c'était comme vraiment le chaos total dans la maison, là. Oh mon Dieu, c'est pas drôle. Ouais. On va même aussi apprendre que Robert et ses frères et sœurs vivaient des agressions sexuelles. C'est pas vraiment dit que c'est de la part de leurs parents, mais c'est plus comme entre eux. Fait que les frères violaient comme frères et sœurs. En tout cas, je sais vraiment pas exactement qui a fait quoi, puis c'est pas clair, mais il y avait des agressions sexuelles entre frères et sœurs. Donc ça, vraiment, là, c'est pas un bon début dans la vie, là. Puis non seulement ça allait pas bien à la maison, mais ça allait pas bien à l'école non plus, parce que Robert, lui, c'était pas le bully, c'était le bullied. Fait qu'il se faisait vraiment beaucoup intimider, parce que les gens le trouvaient bizarre, ils le trouvaient laid, ils le trouvaient weird. Comme, il y avait rien qui allait, là, tout le monde l'intimidait, sauf son seul et unique ami, John Venables. Ouais, qui était, lui, un intimidateur en plus, c'est spécial. Mais pour une raison obscure, ils ont comme trouvé justement des traits similaires entre eux, puis ils ont comme décidé qu'ils allaient devenir amis. Puis, tu sais, John, il était comme vraiment rebelle. Fait que le fait que Robert tombe sur lui, on s'entend, ça va pas aider son cas lui aussi, là. Comme c'est clair qu'il va se mettre à mal virer. Genre, les deux vont comme rapidement, on va le voir bientôt, là, mais se tirer vers le bas, là, vraiment. Donc, je te parle un peu du genre d'activité qu'ils faisaient ensemble. Les deux amis vont comme vraiment vite commencer à skipper des cours ensemble. Ils sont au primaire, là. Mais ils vont commencer à sécher les cours parce que les deux, de toute façon, ça marche pas à l'école, les deux font des crises, ça va pas à la maison. Fait qu'ils sont les deux comme un peu un échappatoire à leur vie ensemble. Même que c'est écrit dans certaines sources que Robert, à un moment donné, il fait juste arrêter d'aller chez lui parce que, genre, c'est la misère, là, chez lui. Fait qu'il est tout le temps avec John. Ils se promènent de jour, ils vont comme marcher dans leur quartier, ils vont au centre commercial, ils vont dans des petites boutiques, puis ils commencent à faire des vols dans des magasins, puis plein de conneries comme ça, là. Un peu l'évidence, là. C'est jeune, là. Moi, je savais même pas qu'on pouvait choquer des cours, là, au primaire. J'avais même pas... Non, c'est ça! Comme cette conscience-là, là, que c'était possible. Fait qu'en tout cas, ça va vraiment pas. Puis, ça va tellement devenir une habitude de manquer l'école qu'on va être capable de voir après ça dans leur... je sais pas comment dire, là, leur... Bref, ils vont checker comme avec les professeurs, mais on va savoir après que les deux, ils auraient presque manqué 50% de leur dernière année scolaire ensemble. My 50%. God, ils ont laissé faire. Ouais, genre, il y a rien qui a été fait comme pour aider la situation, là. Puis leurs parents, I guess, qui s'en foutaient aussi, fait que ça aidait pas les choses, là, mais comme, tu sais, à part être renvoyé 2 fois de l'école, Robert, la dernière école qu'il a faite, il s'est pas fait renvoyer, fait que c'était juste comme, il acceptait qu'il était là pas tout le temps, puis that's it. Hey, c'est tellement dangereux, en plus, parce que, tu sais, si un enfant se pointe pas à l'école, il a peut-être été enlevé, là. D'habitude, t'alertes tout de suite les parents, oui. là. Non, c'est ça, là, fait que c'est... Mais tu sais, je pense que comme le message se passait, là, dans le sens qu'il y avait beaucoup... Tu sais, le voisinage les voyait ensemble. C'était comme un peu devenu les deux voyous du quartier. Fait que même s'ils allaient pas à leur cours, ben tu sais, je pense que le monde dans la récréation, souvent, ils les voyaient ensemble, se promener. Des fois, peut-être qu'ils chillaient autour de l'école, mais qu'ils faisaient juste pas aller à leur cours. Ils savaient c'était quoi le genre de personnage qui était, puis ils les laissaient faire. Une fois... Pendant qu'ils sèchent un cours, le duo va aller comme dans l'appartement du père de John, je pense. Un appartement qui est comme quasiment vide la majorité du temps, sûrement parce qu'il habite avec sa nouvelle famille, mais j'ai pas trop compris, mais c'est comme le flat de son père. Ouais, appartement, ouais. Appartement, là.
Puis c'est ça, ils se réunissaient là de temps en temps quand il y avait personne pour chiller. C'était genre leur chilling spot. Puis ils ont écouté le film Chucky, la poupée Chucky. Je sais pas si ça dit quelque chose, c'est un film d'horreur. Ben oui, évidemment. Genre, moi, je l'ai écouté, je me rappelle quand même assez jeune, parce que, genre, j'étais allée chez une amie, puis sa mère, elle a laissé écouter des films d'horreur, là, genre de quoi de même, là. Puis ça m'a traumatisée pendant, genre, des mois et des mois, là. Mais ils ont écouté Poupée Chucky, puis c'est comme devenu leur film préf, puis on va voir comme certaines inspirations du film dans ce qui va se passer par la suite dans l'histoire. Ah non... Fait que déjà, là, ça commence très mal. Genre, mettons, il y a une partie dans le film où est-ce que la poupée Chucky, elle a de la peinture bleue. Ben, on peut retenir ça pour plus tard, mais comme les petits gars, ils vont s'inspirer de tout ça. T'sais, c'est des affaires, des niaiseries de même. Ah, my God. My God. D'ailleurs, là, ce film-là, La poupée Chucky, va être retiré de partout à la suite des événements. En Angleterre, il va être genre banni, puis il va être enlevé des bibliothèques, enlevé de ci, enlevé de ça. Comme les gens vont vraiment dire que ce film-là, il est comme interdit, les jeunes ne peuvent pas se le procurer. Ouais. Puis tu sais, on s'entend, là, genre c'est pas en écoutant un film que tu décides après ça de faire des conneries, là. Genre moi, je l'ai écouté, puis j'ai pas voulu tuer quelqu'un après, là. Mais... Non, faut que t'aies déjà quelque chose en toi, là. C'est ça. Mais pour une raison X, ils ont vraiment comme vu des liens entre les deux événements, entre le film et le meurtre du petit James Bulger, fait qu'ils ont interdit ce film. Sinon, leur duo de petits voyous, là, le duo de petits voyous, ils faisaient comme plein d'affaires, des conneries dans le quartier. On a reçu plusieurs témoignages comme après les événements, comme quoi il avait été vu en train de faire ci, ça. Fait que là, je vais juste le dire en premier, là, c'est des témoignages, c'est pas tout prouvé, mais il y a beaucoup d'affaires que le monde, ils disent clairement c'est eux qui ont fait ça, tu sais, on les connaît, on les voyait, blablabla. Mais entre autres, il y aurait eu beaucoup de chats de ruelles qui se faisaient violenter régulièrement dans les ruelles de leur quartier. Classique. Puis les gens, ils disent que c'était eux. Toujours ça. Il y a tous les signes d'un psychopathe en devenir, là. Je vais pas le diagnostiquer, là, mais on s'entend, on comprend ce que je veux dire, là, mais... Ah. Ouais, vraiment. Classique, tuer des animaux. Après ça, souvent, ils tiraient sur des pigeons avec des petits guns à air, genre, puis ils les tuaient. Ils volaient aussi des boîtes de dons dans les petites boutiques. Tu sais, les petites boîtes un peu de charité, là, que les boutiques, ils ramassent l'argent pour telle charité et tout ça. Eux autres, ils volaient ça. Ils volaient aussi beaucoup de magasins en général. Puis une autre affaire complètement dégueulasse qu'ils faisaient, c'est qu'ils attrapaient des lapins, puis ils allaient les attacher sur la traque de chemin de fer pour que les lapins ils se fassent écraser vivants. Non! C'est tellement triste, là, ça n'a pas de bon sens. Puis retiens cette histoire de lapin-là, là, parce que je te reviens là-dessus plus tard. Tout ce qu'on peut comme voir dans leur activité d'amitié complètement dégueulasse, c'est que les deux, clairement, c'est des mauvaises influences l'un pour l'autre. Ensemble, ils font juste de plus en plus de conneries, ils s'attirent vers le bas, ils deviennent juste de plus en plus dangereux, puis ça fait peur à voir, là. Mais il y a comme personne... j'allais dire, il y a aucune figure parentale qui leur dicte le bien versus le mal, là. Exact, genre, il y a rien qui les arrête, là. Ils sont juste comme... en grande croissance, puis ils s'en vont dans des chemins dégueulasses, là. Ouais. Vraiment. Bref, je reviens finalement au fameux jour du 12 février 1993. Je te parle maintenant du côté des deux amis. Donc, John Venables et Robert Thompson vont sécher les cours, une autre fois de plus, pour se rendre au centre commercial New Strand Commercial Center cette journée-là. Donc, ils vont se promener à travers les boutiques, ils vont ensuite commettre plein de petits vols comme ils ont l'habitude de faire. Ils vont voler, entre autres, des batteries, une canne à peinture bleue, une poupée troll, pourquoi? Aucune goddamn d'idée, et plein d'autres petits cossins comme ça qu'ils vont avoir sous leurs mains, fait que plein de conneries qu'ils vont voler dans les magasins. Après ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont comme voler plein d'objets, puis ils vont s'amuser à les lancer du haut d'un deuxième étage. Mettons, ils sont au deuxième, puis là, ils les lancent dans les escaliers roulants jusqu'au rez-de-chaussée, genre. Quelle activité plaisante. Bref, ils faisaient ça pour le fun. On les voit sur les caméras de surveillance. C'est la première chose que je trouve qui est relatable pour un enfant de 10 ans, là. Genre ça, je peux comprendre qui ont du fun à faire ça. Tout le reste, non, mais ça, on dirait que je suis comme, bon,
Ça nous rappelle qu'ils ont juste 10 ans. C'est ça, ils lancent des trucs juste pour le plaisir. Sauf que là, ça va rapidement dégénérer. C'est au début de l'après-midi que on sait pas vraiment qui, mais il y en a un des deux qui va comme lancer l'idée de continuer à voler, mais cette fois-ci de voler un bébé. Ça serait drôle, selon lui. Oui. On sait pas exactement lequel des deux a comme initié cette idée, mais tu vas voir plus tard dans mon histoire que tu vas avoir un doute sur lequel des deux qui aurait initié l'idée. Donc, ils vont commencer à se promener dans le magasin, mais là, à la recherche de leur prochaine victime. Donc, ils veulent vraiment voler un bébé. Là, c'est pas des jokes, là, c'est pas juste une idée farfelue, là, ils vont vraiment le faire. Fait qu'ils commencent à comme stalker un peu les magasins, checker c'est qui les familles, checker c'est quel bébé que ça leur tente de voler, des trucs comme ça. Puis, ils vont finalement s'arrêter devant une petite famille, une mère avec sa petite fille puis son petit gars. Elle est au magasin, puis les deux, tu sais, ils sont autour d'elle, puis ils se promènent, là, comme deux petits enfants normaux. Mais là, c'est ça. Ils vont s'approcher des deux petits enfants, puis ils vont dire à la petite fille puis au petit gars, genre, suivez-nous, comme on veut aller vous montrer quelque chose, blablabla. Puis tu sais, c'est deux enfants, fait que les deux autres enfants, ils font juste les suivre. Of course. Puis là, la petite fille, c'est elle qui va avoir le premier réflexe de faire comme genre, non, moi, je te suis pas. Mais elle va voir son petit frère qui s'éloigne avec les deux enfants, puis elle va quand même comme s'approcher parce qu'elle veut pas que son petit frère s'en aille avec eux. Puis c'est elle qui va dire pour la première fois, genre, maman, puis sa mère, elle va se retourner, elle va voir que son petit gars est en train de partir avec deux garçons quand même assez... Il est rendu quand même assez loin. Puis elle va courir vers lui en criant son nom, puis les deux petits gars vont le laisser aller. Ils vont dire genre « Retourne voir ta maman, blablabla », puis ils vont partir. Comme si, genre, il y avait rien fait, genre rien prévu. Et ça a passé proche. Oh, ça a vraiment passé proche. Heureusement pour ces deux petits-enfants-là, surtout ce petit garçon-là, aujourd'hui, ben, il s'est pas fait enlever. Puis heureusement pour cette mère-là, cette journée-là, elle a pas perdu ses enfants. Mais malheureusement, c'est pas ce qui va arriver avec le petit James. Donc, ils vont continuer leur recherche, puis c'est après un certain temps qu'ils vont finalement tomber sur la mère, sur Denise Bulger, en fait, et son petit garçon James, qui rentrent dans une boucherie. Fait que ça faisait un petit bout qu'ils les suivaient. Ils les ont suivis jusqu'à la boucherie. Ils les checkaient de loin, puis ils ont attendu que la mère elle paye à la caisse, puis qu'elle ait le dos tourné pendant 2 petites secondes. Puis ils sont allés voir et ils se sont approchés de la boucherie. Ils ont fait signe à James de se rapprocher, de sortir du magasin. Puis c'est là que John Venables va le prendre par la main et ils vont courir / marcher rapidement, là, c'est pas clair, pour sortir du centre commercial. Donc là, je te rappelle, le moment où on les a vus sortir du centre commercial, il était 15h42 précisément. Puis c'est vraiment triste parce que c'est ça l'image qu'on voit, c'est John, dans le fond, qui le tenait par la main et Robert Thompson qui était à l'avant puis qui marchait devant eux. Là, je vais refaire un petit trigger warning parce que je m'apprête à te raconter vraiment ce qui s'est passé par la suite. Et là, c'est comme la partie la plus difficile à entendre parce que c'est vraiment pas le fun ce qui va se passer. Donc, si jamais vous voulez skipper, ben je vous le dis, c'est le moment. Donc, je vais te raconter les heures qui vont suivre la disparition du petit James Bulger. Les deux tabarnak, je m'excuse de mon langage. Non, c'est deux tabarnak, là, Ouais. Vont d'abord penser sortir du centre commercial puis jeter le petit garçon dans le trafic pour qu'il se fasse frapper par un char. C'est ça leur première idée. Mais là, finalement, ils vont sortir dehors puis ils vont être comme « Ah, bof, pas tant de bonne idée. » Finalement, ils changent d'avis puis ils continuent leur chemin avec le petit garçon. Ils vont arriver proche du canal puis là, ils vont se dire « Ah, ben ça pourrait être le fun, finalement, qu'on le jette dans le canal puis qu'il se noie, tu sais, tranquillement, pas vite. Comme ça, c'est pas vraiment de notre faute, là, ça peut passer pour d'autres choses. Sauf que là, encore une fois, ils trouvent pas ça assez excitant, ça a l'air, fait qu'ils décident de poursuivre leur chemin avec le petit James. Pas longtemps après le canal, ils vont commencer à devenir de plus en plus rough avec lui. Ils vont le prendre, puis ils vont le lancer à terre pour qu'il tombe sur sa tête, par exemple. Puis le petit James va automatiquement subir comme une fracture crânienne. Il va avoir comme du sang partout sur le front, puis tu sais, il a vraiment été assommé fort, là. C'est un petit garçon de 2 ans, là. Ensuite, ils vont lui mettre les batteries qu'il avait achetées dans la bouche, puis ils vont lui forcer à les garder dans sa bouche, la bouche fermée. Pourquoi? Aucune idée. À ce moment-là, il trouve ça drôle.
Puis, ils auraient finalement terminé leur trajet un petit peu plus loin sur leur route, à exactement 4 kilomètres de leur point de départ, ce qui est vraiment pas loin, là. Mais ils ont quand même marché un bon bout de temps avec lui, là. Ils sont capables de dire qu'il était à peu près entre 5h30 et 6h quand ils sont arrivés à leur destination finale. Ils ont quand même marché 1 heure et quelques, là. Ouais, c'est ça. Puis 1 heure et quelques, là. 1 heure et quelques, 2 petits gars qui ont un petit enfant de 2 ans puis qui le frappent un peu devant tout le monde, là. Je vais te revenir là-dessus, là, mais c'est comme vraiment bizarre. Donc, ils vont s'arrêter finalement à Walton, encore une petite ville dans le même comté de Merseyside. Puis, ils vont s'arrêter sur la traque de chemin de fer Walton and Enfield Railway Station. Je suis pas capable de le dire. Juste à côté du cimetière Walton Park. Puis, juste petit fun fact, qui n'est pas un fun fact, mais la traque de chemin de fer était complètement de l'autre côté de la route, mais dans le fond, à moins de 200 mètres de la station de police de Walton. Fait qu'il était juste à côté de la station de police, juste à côté, l'autre bord de la route, là. Oh my God! Il y avait juste une route qui les séparait. Mais quand tu sais pas, là. C'est ça. Puis ça m'a donné des frissons à grandeur de savoir qu'ils étaient comme direct à côté, puis qu'ils l'ont cherché, puis en tout cas. Fait que, bref, ils l'ont amené sur la traque de chemin de fer, puis c'est là qu'ils ont continué à torturer le petit James, puis là, de plus en plus, là, genre, là, il allait pas gentiment pantoute, là. Ils ont commencé à y lancer des briques sur lui, des roches, puis ils ont terminé le travail, si tu veux, avec une barre de fer de 22 livres, qui ont commencé à... Tu sais, ils ont commencé à le frapper avec ça. Le petit garçon, il aurait eu 42 blessures sur tout son corps, dont plus de la moitié sur sa tête et sur son visage. Ensuite, il aurait attaché le petit James sur la traque de chemin de fer, comme il faisait avec les lapins. Je sais pas si tu t'en rappelles. Puis, ils vont se dire, écoute, ça va peut-être passer pour un accident, tu sais, le train va le frapper, puis après ça, ils sauront jamais que c'est nous qui a fait ça. Mais oui, toi. Ça va être déterminé plus tard dans l'autopsie qu'il y avait tellement de blessures sur son corps qu'ils seront comme pas capables de déterminer c'est laquelle blessure qui a tué le petit James. Mais une chose certaine, ils vont savoir que le petit James est mort avant de s'être fait frapper par le train parce que oui, il va se faire frapper par un train. Mais c'est ça, ça a été déterminé qu'il serait mort avant, donc c'est clairement les 2 petits gars qui l'ont tué à coups de briques, de tout ce qu'ils ont pu trouver, là. Je suis sans mots. Ouais. Donc là, après que les 2 petits calices vont avoir laissé le petit James sur la traque de chemin de fer juste à côté du poste de police, ben les 2, ils vont retourner vivre leur vie comme si de rien n'était. Ah, ça fait peur, là. Ouais, ça fait vraiment peur. Ce qu'on va apprendre par la suite, puis c'est ça que j'ai trouvé le plus frustrant dans l'histoire, c'est que pendant leur marche de comme 1h30 de temps, là, je sais pas trop exactement combien de temps, ils vont avoir croisé 38 témoins. Puis ça, c'est le minimum, parce que ça se peut qu'il y en ait croisé d'autres, mais qu'on n'ait jamais eu leur témoignage. Mais il y a eu 38 témoignages de gens qui l'ont croisé. Soit des personnes qui ont tout simplement vu le trio dans la rue, ou certains qui auraient justement vu les 2 plus vieux tabasser le plus jeune. D'autres auraient même tenté une intervention, mais les 2 garçons auraient réussi à convaincre les différents témoins, soit que c'était leur petit frère, que tout était beau, qui s'agaçait, qui allait retourner chez eux, soit que c'était un petit garçon qui avait trouvé, mais qui l'amenait à la police. Genre, what the fuck, les gens? Tous ces gens-là n'ont rien fait. Tu veux l'amener à la police avec eux? Tu sais, tu veux pas laisser 2 petits gars de 10 ans prendre en charge un gars de 2 ans blessé, là? Puis c'est ça, la majorité des gens, ils ont cru les histoires que racontaient les 2 petits gars, mais il y a au moins une femme qui tenait absolument à aller porter le petit garçon à la police elle-même parce qu'elle trouvait que c'était... Ouais, elle trouvait que c'était comme pas safe, elle a comme pas cru l'histoire des 2 petits gars, mais elle avait comme sa petite fille à elle dans une poussette, puis elle était comme mal prise de comme prendre le petit gars, sa poussette. Elle aurait genre demandé à une madame, est-ce que ça dérangerait de juste garder ma fille pendant que j'accompagne le petit gars à la police? Puis là, la madame, elle aurait dit, excusez, je peux pas, je m'occupe de mon chien. Genre, c'est vraiment ça l'histoire, là, c'est épouvantable. La madame a dit non, je m'occupe de mon chien. Donc, la madame a dit non, excuse-moi, je m'occupe de ma fille. Donc, les petits gars, ils disent, on va aller le porter à la police nous-mêmes. Mais, voyons, tout le monde a 2 jambes, 2 bras, là.
Tu peux tenir la laisse de ton chien puis tenir une poussette de l'autre main, là, voyons. Je sais, c'est complètement affreux. Puis même qu'il y a eu des témoignages qui disent, genre des gens qui ont dit qu'ils avaient entendu le petit garçon crier, pleurer, puis appeler sa mère. Mais tous ces gens-là, là, au moins 38 personnes, ont rien fait pour changer la situation. Genre, ça me décourage. Genre, tu vois 2 enfants, clairement plus vieux, qui tabassent un petit gars de 2 ans, genre même si c'est son frère, même si c'est peu importe qui, genre t'interviens, là. Peut-être que, genre, tu le sais pas, là, si ce petit gars-là, c'est vraiment le frère, tu sais pas si c'est un petit gars qu'ils ont trouvé dans le parc, tu sais pas si c'est, genre, des intimidateurs, tu sais pas rien, là. Comme t'interviens, là. Fait qu'en tout cas, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment frustrée. Donc, à la suite de tous les témoignages que la police vont avoir fait, ils vont comme vraiment miser, comme mettre tout leur intérêt sur des jeunes garçons entre 14 et 17 ans, selon ce qu'ils ont l'air de voir dans la photo. Puis, ils vont commencer à interroger des gens à l'école qui auraient comme séché les cours cette journée-là. Ils vont vraiment comme se concentrer sur des jeunes de 14 à 17 ans. Puis, je trouve que tu sais, genre, OK, mettons, dans leur tête à eux, c'est impensable que les jeunes soient plus jeunes que 14 ans, mais réduis pas, genre, tes possibilités, là. Il aurait dû, comme, interroger toutes les écoles autour, genre, pas juste les garçons âgés de 14 à 17 ans, mettons. Pourquoi pas 13, tu sais? Pourquoi arrêter à 14, là? C'est ça. Mais en tout cas, ils vont commencer par ça, puis ils vont interroger tout le monde qui ont séché les cours. Puis il y a même des parents qui vont demander à leur enfant d'aller témoigner. Genre, ils vont comme garrocher leur enfant en témoignage. Même s'ils savent, mettons, que leur enfant, ils ont comme probablement rien à voir avec ça, ils vont comme quand même vouloir que leur enfant ait témoigné, juste pour être sûr, mettons, que ce soit pas eux, ou d'un coup que ce serait eux. Genre, c'est rendu que même les parents dénonçaient leurs propres enfants, genre, que ça se pourrait que ce soit eux. C'est vraiment bon, c'est mieux ça que l'inverse, mais c'est quand même étrange, là. Ouais, c'est quand même étrange. Puis ils vont même justement suspecter plusieurs petits garçons, ils vont comme en garder au poste de police quelques jours parce qu'ils sont comme pas mal convaincus que ce serait peut-être lui, blablabla, mais ils sont pas encore sûrs. Mais tu sais, je veux juste faire une parenthèse, là, c'est quand même fucking touché de garder des enfants au poste de police quand t'as comme pas encore de preuves, genre pas juste pour comme leur mental à eux, leur santé mentale à eux, mais aussi comme pour tous leurs proches. Genre, mettons, déjà que des enfants, ça se fait souvent intimider à l'école. Imagine, t'apprends que genre un gars dans ta classe s'est fait retenir au poste de police, puis là, tout le village se parle, puis c'est genre, oh my god, en ce moment, ils le retiennent comme suspect. Genre, imagine comment il va se faire intimider, peu importe si c'est pas lui au final ou... Ouais. En tout cas, c'est touché, là, mais en même temps, quand est-ce que ça arrive, cette situation-là? Fait que, tu sais, ils savent pas exactement comment gérer. Mais non, tu peux pas être préparé à ce genre de choses, là, ouais. 2 jours plus tard... 2 jours? 2 jours plus tard, donc on est le 14 février 1993, 4 enfants vont marcher tout bonnement sur la traque de chemin de fer et vont tomber sur un corps de petit garçon, un corps qui sera découpé en 2. Parce que le train va... Bref, j'ai pas besoin de continuer, vous avez compris. On a compris. Complètement terrible. Et tous les objets du crime vont aussi être retrouvés sur place. Donc, plein de briques qui contiennent le sang du petit James, des roches avec du sang dessus, la barre de fer avec du sang dessus et une canette de peinture bleue. Tous les objets sont complètement ensanglantés. Fait que, of course, les 2 petits garçons, ils n'ont pas vraiment pensé à leur affaire. Les parents de James Bulger, ils ont dû aller identifier leur fils. Imagine comment ça a été difficile pour eux d'aller faire ça. 2 jours plus tard, il y avait des blessures partout sur le corps, des os de brisés, des côtes de fracturées. C'était vraiment une scène d'horreur, complètement. Les analystes ont aussi comme émis l'hypothèse que c'était possible qu'il y ait eu des actes sexuels quelconques parce que le petit gars, il avait plus de souliers, plus de bas, plus de pantalons et plus de sous-vêtements. Donc, toute la partie inférieure de son corps était dénudée. Et puis là, vous pouvez skipper les 30 prochaines secondes, mais il y avait... Genre, je sais même pas comment l'expliquer, là. Je l'ai écrit parce que je me dis que moi, j'aime ça donner le plus de détails possible pour comme montrer la gravité de la situation, là. Mais sa petite peau, mettons, de son organe génital était complètement déroulée.
Puis normalement, à cet âge-là, c'est vraiment difficile de faire ça. Fait qu'il avait comme forcé la petite peau de son organe génital à s'enlever. Fait que clairement, il y avait eu des gestes. Ouais, ça montre que... Ouais. Mais même après, ils vont jamais comme... Il n'y a jamais personne qui va avoir le témoignage des petits gars qui disent qu'ils ont fait des actes sexuels. Mais tu vas voir plus tard dans mon histoire que ça se pourrait très bien qu'il y en ait un des deux, que ce soit lui, mettons, qui ait fait ça. Genre, ça se pourrait très bien. Il y en a un qui en a vécu, là, des violences sexuelles? Oui, mais tu vas voir que c'est pas nécessairement lui qui va... C'est pas... Bon, ça veut dire que c'est pas lui. Ouais, non, mais je veux dire... Non, regarde, je vais enlever le suspense tout de suite. Ce qui est fucké, puis je vais te le raconter tantôt, c'est que c'est même pas la personne qui a reçu des énormités dans son enfance qui va avoir commis le plus de choses, tu vas voir. Bref, c'est ça, je m'excuse si c'était comme trop de détails ou genre mal exprimé puis que j'avais pas les bons mots, mais c'est parce que je savais pas quel mot employer pour pas sonner comme irrespectueuse ou trop vulgaire ou quoi que ce soit, mais je tenais à le dire pour ça. Mais ça met encore plus en perspective, là. Je sais pas ce qui s'en vient, mais j'ai l'impression que... En tout cas, j'ai l'impression qu'on va être fâchés à la fin, fait que, tu sais, je pense que c'était quand même important de mentionner que même s'ils ont juste 10 ans, t'as une moindre conscience que ce que tu fais est mal, là. Je peux pas croire, là. Ouais, vraiment. Ça va jusque-là, là. Puis on va le voir, genre, complètement, là, qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Donc, c'est ça. Ça va prendre pas beaucoup de temps non plus pour retracer les deux petits calices. C'est le 16 février. Donc là, on s'entend, c'était arrivé le 12, le meurtre. Le 14, il trouvait le corps. Et le 16 février 1993, exactement, 4 jours après les événements, un appel anonyme va être fait à la police disant que ce serait probablement John Venables et Robert Thompson, les deux voyous qui seraient les coupables dans cette affaire. Un appel anonyme. Mais tu sais, comme je disais tantôt, il y a tellement eu de témoignages de voisins qui connaissaient ces deux gars-là, qui faisaient tellement de merde dans le quartier que sûrement qu'il y en a plusieurs qui se sont dit « c'est sûr, c'est eux autres ». Tu me dis que c'est deux jeunes enfants, c'est sûr, c'est eux autres. Fait qu'au début, ils vont pas être convaincus parce qu'ils se disent, tu sais, nous, on avait comme plus misé deux garçons entre 14 et 16 ans. Ils ont pas l'air si jeunes que ça sur la vidéo de surveillance. Tu sais, 10 ans. Ça, c'est vraiment jeune, mais ils vont quand même envoyer des officiers de police pour fouiller la maison des deux garçons et ils vont rapidement trouver les preuves qu'ils avaient de besoin. Donc, ils vont trouver du sang sur les souliers de Robert Thompson et de la peinture bleue sur le manteau de Venables. Donc, les deux trucs qui pouvaient incriminer les garçons. Manquaient juste comme à faire les analyses. Mais la peinture bleue, elle vient d'où? Ah, c'est ça, c'est parce que je l'ai-tu dit? J'ai peut-être manqué un bout. T'as pas dit qu'est-ce qu'ils ont fait avec la peinture bleue? Ah oui, bleue? c'est ça, c'est parce que j'ai décrit toutes les atrocités qu'ils ont fait. Mais, tu sais, il avait volé de la peinture bleue au centre commercial, une canette de peinture, puis à un certain moment, pendant qu'il marchait puis qu'il arrêtait pas de le frapper, de le lancer à terre, tout ça, il aurait mis des batteries dans la bouche, tout ça. Mais il aurait également, genre, spray paint la peinture bleue dans l'œil gauche du petit James. Fait qu'il y avait de la peinture dans son œil, puis la canette, elle avait été laissée comme sur les lieux du crime. Oh my God. Fait que le fait qu'ils ont trouvé de la peinture bleue sur son manteau et du sang sur les souliers de l'autre, ben ça montre que clairement, ils se sont fait pogner. Ben ouais. Donc, les deux vont se faire amener en salle interrogatoire, séparément, c'est sûr, et ils vont être accompagnés de leurs parents parce qu'ils ont 10 ans, ça n'a pas de bon sens. Puis, rapidement, là, pendant l'interrogatoire, ça va pas prendre trop de temps, les deux vont commencer à accuser l'autre. Parce que, tu sais, ils ont 10 ans, là, ils ont pas beaucoup de références en matière de meurtre et de connaissances et de... Bref, ils savent pas, fait que c'est pas comme évident pour eux de juste fermer leur gueule, dire rien puis demander un avocat. Eux, ils vont commencer à dire que c'est l'autre, mais les deux vont s'accuser. Ben oui, puis c'est un réflexe d'enfant, là, c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est lui, là, ouais. Puis ça élimine comme l'option que ça soit aucun des deux et quelqu'un d'autre, là. Si les deux disent que c'est l'autre, c'est comme évident tout de suite. Fait que voilà. Les policiers savaient que ça allait être quand même assez rapide pour les faire craquer. Robert Thompson, quant à lui, il était vraiment comme de glace. On l'appelait l'enfant qui ne pleure pas.
Fait que il était vraiment comme froid, complètement en état de choc, mais lui, sa réaction, c'est qu'il était comme pas trop capable de parler, puis il niait tout. Venables, lui, de son côté, il était en grosse crise de panique. Il faisait juste pleurer. Il était pas capable de se concentrer. Il disait qu'il y avait le bébé partout sur lui. Il disait qu'il sentait James sur lui, qu'il avait mal au ventre puis qu'il avait l'impression que James, il grandissait à l'intérieur de lui, genre qu'il allait renaître. Comme il disait plein d'affaires de même, il était complètement en crise de PTSD, là, genre ça allait pas du tout. Puis c'est lui qui allait comme être le plus facile à faire craquer selon les policiers, fait qu'il mettait tout sur lui. Et ça prendra pas beaucoup de temps qu'il va finir par dire que c'est lui qui l'a tué. Puis il va dire, et je cite, « Et sa mère à lui, est-ce que vous allez lui dire que je suis désolée? » Dégueulasse. Ta gueule, man. Donc, il va avouer en premier. Ensuite, ils vont quand même essayer de faire parler Thompson parce qu'ils veulent savoir, tu sais, vous étiez bien deux, là, on vous a vu les deux, donc il faut que t'avoues toi aussi, sinon ça marche pas. Puis, Thompson va continuer à nier, sauf qu'il va finir par s'échapper et parler d'un morceau de linge que portait le petit James la journée du meurtre. Fait que, sans le savoir, il va pas admettre qu'il l'a tué, mais il va admettre qu'il avait été là. Donc, le 20 février, on s'entend, le meurtre est arrivé le 12, fait que c'est vraiment pas longtemps après. Le 20 février 1993, les deux jeunes hommes vont être formellement accusés du meurtre au premier degré de James Patrick Bulger, de kidnapping et de tentative de kidnapping pour l'autre enfant qui avait essayé de kidnapper juste avant. Leur procès va commencer officiellement le 1er novembre, donc quelques mois plus tard, puis les deux garçons vont plaider non coupables. Ils vont continuer à dire que c'est pas eux en cours. Mais là, on s'entend, là, c'est des enfants. Et j'imagine que tu te poses la question, mais les deux jeunes enfants de 10 ans vont être jugés comme des adultes devant le tribunal. Ah, ok, moi j'espérais ça. Moi j'avais peur que non, là. Mais j'ai comme essayé de lire comme sur la loi qu'il y avait en Angleterre, mais j'ai comme l'impression que c'est pas la même du tout que nous, là. Je pense que nous, à 10 ans, il aurait été jugé en enfant, là, mais là-bas, comme à 10 ans, tu pouvais comme savoir la différence entre le bien et le mal, je sais pas trop, puis t'étais capable d'être jugé en adulte. Ben, il me semble que ça doit dépendre aussi de la gravité du geste, là. Ouais, sûrement. Exemple, vol à l'étalage, là, peut-être qu'il aurait pas été jugé comme un adulte, là. Non, c'est sûr. Étant donné qu'ils vont être jugés en adultes, ils vont être amenés comme au palais de justice, ils vont être amenés dans des minivans, puis il va y avoir plus de 500 personnes à l'entrée du palais de justice, des adultes majoritairement, mais même des adultes accompagnés de leurs enfants, qui vont manifester devant le palais de justice, puis qui vont les attendre avec des yeux de furie, là. Genre, ils veulent les tuer. Mais là, ici, on parle de deux petits garçons de 10 ans quand même, là. Mais les deux sont amenés dans des vannes séparées. Puis, à l'arrivée des vannes, il y a des adultes qui vont se jeter sur les minivans. Ils vont essayer de, genre, frapper la minivan. Genre, il y a des policiers qui vont les mettre à terre. Ouais, la grosse affaire. Il y a des gens qui vont crier des affaires comme tuer ce bâtard, genre « kill these bastards », a life for a life, donc une vie pour une vie. Genre, il y a du monde qui vont créer des affaires de même. Genre, c'est le chaos total. Tout le monde veut les tuer. Il y a comme aucune pitié, là. Après ça, pendant le procès, les gens vont commencer à penser que Robert Thompson, c'était lui le leader des deux parce que c'est lui qui montrait jamais ses émotions, il pleure pas. Pendant le procès, il est froid, il nie tout le long. Mais d'autres vont commencer à penser que c'est plus Venables, au contraire, qui était comme un peu le leader des deux parce que c'est lui qui perdait le contrôle plus facilement, qui avait des crises de colère. Il était en grosse hystérie pendant le procès, il disait des affaires qui avaient pas d'allure, puis il pense qu'il est comme plus capable d'avoir comme pété un câble, d'avoir eu l'idée. Tu sais, c'est lui qui le prenait par la main aussi. C'est comme, il y a plein de choses qui poussent à croire que John, il serait comme plus intense, le plus intense du duo. Plusieurs psychiatres vont les évaluer et ils vont affirmer, tout le monde va affirmer que les deux étaient parfaitement capables de faire la différence entre le bien et le mal et aussi de faire la différence entre le mal et le terriblement mal, c'est-à-dire faire un meurtre, là. Ils vont également confirmer que les deux ne sont pas des sociopathes, qu'ils ne sont pas nés mauvais, mais que ça se serait développé.
Ah Puis, ouais, OK. par contre, ils ont jamais été capables, et même pas encore à ce jour, de comme trouver ou d'arriver à sortir les motivations qui auraient fait en sorte que les deux jeunes hommes auraient tué l'enfant. Ils ont jamais eu de réponse à ce niveau-là. Fait qu'on saura jamais vraiment pourquoi. Ils vont finalement être reconnus coupables de toutes les accusations qui ont été portées contre eux, et ils vont être amenés dans des maisons pour jeunes délinquants. Des maisons que la peine minimale est de 8 ans de prison à faire, mais il n'y a pas de maximum, là. C'est comme... Ah, OK. Si jamais, après les 8 ans, sont considérés comme étant hors de danger pour la société, ils vont pouvoir sortir. Donc, il y aurait 18 ans. Sauf que là, il va y avoir de nombreuses plaintes et pétitions qui vont être faites parce que ça reste quand même un meurtre vraiment sanglant puis vraiment comme fait de sang-froid. Les gens comprennent pas que c'est seulement 8 ans. Ouais. Même si c'est des enfants, ils comprennent pas. Ils disent 8 ans, c'est pas assez. Les plaintes, les pétitions vont comme avoir un peu fonctionné. Finalement, le 8 ans va monter à 15 ans de détention minimale, mais pour une raison obscure, ça va redescendre à 8 ans. Puis c'est en 2001 que les deux, maintenant rendus des ados de 18 ans, vont pouvoir sortir. Est-ce qu'ils vont sortir? Je l'ai pas encore dit, mais ils vont pouvoir. Mais pourquoi c'est redevenu 8 ans, c'est flou dans l'histoire. OK. Admettons, là, tu sais, qu'ils considèrent qu'ils sont corrects pour sortir à 18 ans. T'as passé toute ton adolescence, toute la plus grande majorité de ton existence en détention jeunesse, là. C'est pas là, il me semble, que... tu en ressors le plus épanoui, puis guéri, puis prêt en société, tu sais, c'est épeurant aussi. De dire, il y a 18 ans, ils ont fait 8 ans, c'est correct, tu sais, on dirait il y aurait besoin comme de psychothérapie, puis de sensibilisation. Tu sais, après 8 ans, ils ont jamais été dans une vraie prison, là. Ils ont jamais été comme dans une prison d'adultes, ils ont jamais comme... En tout cas, les gens disent qu'ils n'ont pas eu de leçons, là, tu sais. Bref, c'est dur à gager, là, cette histoire-là, mais tu sais, en 2001, là, ça fait seulement 8 ans qu'ils sont comme dans une genre de fausse détention, parce que, clairement, ils sont dans des maisons avec d'autres gens un peu comme eux, donc plein de possibilités de se faire des amis. Dans leur maison de détention, il y avait comme des piscines, gym, salles d'activité, toute la patente. Tu sais, ils ont comme plus de luxe, si tu veux, que des prisons pour adultes, là. Puis après ça reste un débat, là, parce que certains vont dire qu'ils ont besoin justement de tout ça pour être élevés comme des enfants normaux et donc se réhabiliter. Ouais. Mais en même temps, ils ont fait des meurtres tellement intenses que si jamais, eux, ils l'ont pas pris de cette façon-là, mettons, puis qu'ils ont pas eu une bonne... je sais pas, là, des bons profs qui les aident ou des bons psychologues qui les aident dans tout leur cheminement, ben eux, ils sont juste morts de rire, là, tu sais, ils ont joué dans la piscine, joué dans le gym, se sont fait des amis, puis ils attendent juste de pouvoir sortir, tu sais. Fait que c'est comme vraiment un sketch. Ouais, on sait pas comment elles sont encadrées, parce que moi... C'est ça. Moi, rapidement, je pencherais pour c'est bien qu'il y ait des activités pour s'épanouir. Là. Si t'enfermes un enfant de 10 ans dans un bloc qui est de béton, ça va pas l'aider. Il n'y a pas de réhabilitation possible. C'est ça. Mais s'il fait juste jouer en attendant de sortir, c'est pas nice. Là. Ouais. Puis c'est pour ça que cette histoire-là, elle va comme semer, genre, énormément de débats sur la question, parce que on sait pas, dans le fond, qu'est-ce qu'il aurait pu faire. Tu sais, on sait pas c'est quoi le mieux. Est-ce que le mieux, c'est de les avoir envoyés justement dans une maison comme ça, ou est-ce qu'on leur donne la possibilité de mieux vieillir, de changer, de tout ça, ou ils ont comme pas appris de leurs erreurs. Genre, c'est vraiment tough. Puis on va voir sous peu, là, je m'en viens bientôt vers la conclusion, mais que chacun des deux ont pas vécu du tout la même réhabilitation, mettons. Ah ben, ils ont l'air tellement différents aussi, là. Ouais. Juste dans leur manière de réagir après s'être fait pogner, là. Ouais. Donc, en 2001, comme je disais, à 18 ans, eh bien oui, les deux meurtriers seront libres. On dirait qu'au fond de moi, je le savais. C'est pour ça que j'ai commencé à parler de ça. On dirait que je m'en doutais. Oh my God. Ouais. What donc, the fuck? non seulement sont libres, sont sortis de leur détention et toute la patente, mais on va comme leur donner une énorme somme d'argent, en fait, parce que on va leur permettre de changer d'identité, changer de nom, changer de pays, changer de maison. Ils vont comme le gouvernement va s'assurer, en fait, de leur donner une nouvelle vie, carrément, parce que en 2001, là, quand ils ont
quand que la cour a comme annoncé, en fait, que c'était possible qu'il allait sortir de prison, ben on se rappelle les 500 et plus manifestants qui voulaient les tuer, là. On s'entend-tu qu'à leur sortie du centre de détention, il y en aurait eu une bonne couple là, qui s'apprêtait à les tuer, mettons, là, direct à leur sortie, là. Genre vraiment beaucoup, là. Des gens qui voulaient la vengeance du petit James, il y en avait, là. Sauf que c'est ça, c'est un peu douteux, mais ça reste encore là une question. Est-ce qu'ils ont bien fait de protéger leur identité ou est-ce qu'ils auraient dû les laisser vivre dans la jungle puis démerdez-vous vous-même? C'est comme difficile à trancher. La mère de James Bulger, elle va d'ailleurs dire plus tard, comme dans une entrevue, après la libération des deux garçons, elle va dire... Je vais essayer de traduire parce que là, j'ai la phrase en anglais. Ils ont vraiment l'air d'avoir le gros bout du bâton. Ils se font protéger, ils se font donner une nouvelle identité, ils se font donner une vie privée. On dirait que c'est pas eux les criminels. On dirait que dans le fond, c'est eux les victimes. Et je trouve ça ridicule. Mais c'est vrai que c'est quand même... C'est beaucoup, là. Je peux comprendre qu'ils changent de nom, mais j'aurais cru que ça soit à eux de le faire par eux-mêmes. Puis, tu sais, au point de les permettre de changer de pays. Voyons donc, c'est un luxe, genre, que des victimes auraient même pas, là. Je me rappelle pas du montant d'argent, là, mais dans une des sources, c'était écrit le montant d'argent que le gouvernement avait mis pour ces deux-là, là, pour leur permettre une nouvelle vie comme ça, puis c'était, genre, énorme, là. On dirait quasiment que le pays voulait juste plus entendre parler d'eux, fait qu'ils ont pitché ailleurs, puis on dit « revenez plus jamais ici », là. Donc, depuis ce moment-là, je vais te parler un peu de ce que les deux hommes, maintenant, sont devenus. Parce que, ben, même si on protège leur identité, on va se le dire, il y a toujours des gens qui arrivent un peu à les trouver comme à travers les réseaux sociaux. Et on s'entend, là, maintenant, on peut tout faire, là, aujourd'hui. Donc, je vais commencer par Robert Thompson. Robert Thompson, je suis pas mal sûre que c'est positif quand même comme réinsertion qu'il y a eu parce que on sait toujours pas son identité, tu sais, je vais pas t'arriver avec un nouveau nom puis une ville où est-ce qu'il vit, là, vraiment pas. Mais lui, il aurait commis aucune récidive, il aurait pas commis d'autres actes criminels, il aurait comme... Techniquement, il y avait genre des conditions, là, aussi à sa libération, tu sais, je pense qu'ils peuvent plus s'approcher d'ordinateurs ou de certains sites, ils ont des blocages, des trucs comme ça, il y a comme plein d'affaires, puis techniquement, lui, de ce qu'on sait, là, il aurait comme eu aucune récidive criminelle quelconque. Il aurait refait sa vie complètement. Puis on sait aussi que la mère de James Bulger, Denise, elle l'aurait trouvé à un moment donné, elle aurait réussi à le retracer, puis elle avait eu l'opportunité d'y tomber d'en face, elle voulait le confronter, mais finalement, elle avait pas eu le courage, puis elle s'était dit « ça sert à rien », fait qu'elle était pas allée le voir. Ça, c'est ce qu'on sait. Puis on sait maintenant qu'il serait assumé comme homosexuel et qu'il aurait un conjoint et qu'il vivrait quelque part dans le monde avec lui. Ça, c'est tout ce qu'on sait pour Robert Thompson. Hey, penses-tu que son chum le sait, sa vraie identité? Je sais pas. Mais bref, c'est tout ce qu'on sait pour ce qui est de Robert. Et maintenant, malheureusement, je vais te parler de John Venables qui, lui, n'a pas connu le même cheminement après sa sortie de détention. John, il serait tombé pour sa part dans plusieurs vices après sa libération. En 2008, il se serait fait prendre avec de la cocaïne. Il se serait fait arrêter. Il y aurait eu une sentence quelconque. Et en 2010, tout de suite après, il se serait fait réarrêter pour possession de pornographie juvénile. Oh my God. Les autorités auraient trouvé dans son ordinateur plein de photos et de vidéos de viols à nature pédophile. Et il aurait donc été condamné et reçu une sentence de 2 ans de prison. Tu me niaises? C'est pas beaucoup, là. Même après ce qu'on sait qu'il a fait, là, il a déjà tué un enfant, là. 2 ans de prison. Donc, ça, c'était en 2010. En 2013, il va donc passer devant le tribunal et va être libéré à nouveau, comme si de rien n'était. Le père de James Bulger, Ralph, je te le ramène ici, il avait fait la demande pour assister au procès de sa libération parce qu'il voulait être là, puis il voulait lui montrer qu'il était encore là, puis que
tout ce qu'il avait fait à son fils, il l'avait pas oublié, puis genre que selon lui, il devrait comme jamais sortir de prison. Mais malheureusement, sa demande, elle a pas été acceptée parce qu'on protège l'identité de John Venables, donc personne pouvait assister à son procès de remise en liberté. Même si c'est une nouvelle affaire qu'il fait, là. Il a été accusé pour autre chose, la possession de pornographie juvénile, puis même là, on va pas dévoiler son identité. C'est quand même dangereux là, pour les autres, là. C'est fou comment il y a comme plus de procédures pour protéger les criminels que les victimes, là. Oui, ça a pas de bon sens, là. Ça a pas d'allure. Genre, eux, ils sont laissés à eux-mêmes, les parents, puis lui, il se fait... En tout cas, ça me fait capoter. L'affaire, c'est que quelques années plus tard, en 2017, John Venables se fera encore une fois attraper avec de la pornographie juvénile. Puis là, j'ai vu dans plusieurs sources, mais ce serait lui-même qui aurait appelé la police chez eux pour faire vérifier quelque chose dans son ordinateur, un problème informatique, et c'est là que les policiers seraient tombés sur plein de dossiers de pornographie juvénile. Fait que moi, j'ai comme l'impression qu'il savait qu'il était dangereux puis qu'il voulait se faire attraper. Parce qu'il... Ouais, mais tu vas comprendre plus tard. Mais il aurait lui-même appelé la police sur lui-même. Et là, il aurait trouvé, cette fois-ci, dans son ordinateur, encore une fois, plein de vidéos de nature pédophile et aussi un manuel d'instruction pour pédophiles sur comment avoir du sexe avec des enfants. Il y avait ça dans son ordinateur. Il va être, encore une fois, condamné et il va avoir la sentence de 3 ans et 4 mois de prison cette fois-ci. Ça veut dire que son passage devant le tribunal s'est fait en 2020, pendant la pandémie. En 2020, il va alors dire lui-même devant le juge qui s'occupe de sa remise en liberté qu'il est un danger pour la société, qu'on ne devrait pas le laisser sortir car il est un pédophile et qu'il va agir sans le vouloir. Il dit qu'il sait pas encore comment contrôler ses pulsions puis qu'il devrait pas sortir. Fait qu'en 2020, sa demande, qui est clairement pas sa demande, j'ai l'impression que on dirait que les prisons veulent juste se débarrasser de lui, là, arrêter de payer pour lui, mais c'est lui-même qui va dire qu'il devrait pas sortir parce qu'il se sent pas capable de le faire. Puis c'est pour ça que, là, en 2017, quand il a été arrêté, puis que on a comme vu dans certaines sources que c'est lui-même qui aurait appelé la police pour genre des trucs sur son ordi, puis que dans le fond, c'est le même qui l'ont pogné. J'ai comme l'impression qu'il s'est lui-même call out parce qu'il savait qu'il allait faire quelque chose. Puis on entend souvent ça chez les pédophiles, que ils savent qu'ils vont agir, mais qu'ils savent pas comment l'empêcher, puis qu'ils... Ben, c'est parce que ça... En tout cas, je veux pas m'embarquer trop là-dedans, là, mais tu mets un pédophile en prison 2 ans, il ressort, il est pas plus pédophile, là, t'sais. Mais non, c'est ça. Ensuite, pour finir, là, j'achève, là, mon histoire, finalement, est vraiment plus longue que ce que je pensais, comme d'habitude. Mais les dernières nouvelles qu'on a eues de lui, c'est en 2023, donc ça fait vraiment pas longtemps. Ah ouais. En septembre 2023, ils ont annoncé que sa prochaine possibilité de remise en liberté, elle allait être en octobre. Et à ce moment-là, les parents de James se sont encore une fois prononcés sur le fait que il devrait jamais sortir de prison, qu'il est dangereux pour tout le monde, que c'est un pédophile qui va récidiver. Je vais vous citer une phrase que Denise va dire justement en 2023, là, quand elle apprend que sa prochaine libération est possible. 30 ans après le meurtre de son fils, exactement. Elle va dire « Regardez-moi dans les yeux et observez ce que j'ai eu à dealer avec pendant 30 ans. » 30 ans d'enfer. Elle dit « Gardez les gens en sécurité face à ce monstre parce que c'est ce qu'il est, un monstre, et ne lui donnez pas ce qu'il veut. » Parce que, of course, que ce qu'il veut... Là, j'ai terminé ma citation, là, mais of course que ce qu'il veut au fond de lui, là, tu sais, il est un pédophile, on le sait ce qu'il veut. Puis là, c'est juste comme elle a dit au juge donnez-y pas ce qu'il veut. Même, il a réussi à le demander, là, de rester en prison. Fait que, sortez-le pas. Puis voilà. Je vais juste vous donner rapidement des nouvelles des parents, là. Mais est-tu encore en prison? Ben c'est ça, je m'en viens. Okay, je m'en viens là-dessus. Mais je vais juste vous donner des petites nouvelles de Denise, tant qu'à ça, et de James. Parce que peu de temps après, je l'avais pas dit tantôt, mais peu de temps après le meurtre de leur petit James Bulger, Denise et Ralph vont avoir un autre enfant ensemble. Je sais pas si c'était comme une tentative de
comme essayer de retrouver une vie normale, reconnecter leur couple, genre essayer de passer à autre chose, mais clairement, ça va pas fonctionner. Tu sais, oui, ils vont aimer leur fils et tout, mais Denise et Ralph vont se divorcer en 95, fait que seulement 2 ans après la mort de James. Mais les deux vont quand même poursuivre leur vie, tu sais, puis faire garde partagée de leur enfant, puis c'est rien à signaler. Denise va ensuite se remarier avec un certain Stuart Fergus. C'est pour ça maintenant qu'elle s'appelle Denise Fergus, si vous cherchez sur les internets. Et elle va avoir 2 petits garçons avec lui. Ralph, pour sa part, il va se remarier également. On ne sait pas vraiment le nom de son épouse. Je pense qu'il veut la laisser anonyme, puis c'est bien correct. Puis, il va avoir 3 petites filles avec elle. Fait que les 2, au moins, je suis comme contente d'apprendre qu'ils ont pu réavoir des enfants. C'était leur rêve. Oui, de fonder une famille. Fait que ça, c'est vraiment cool. C'est ça. Les parents de James, donc, ils vont quand même avoir amené des petits plus comme dans la vie des gens. Ils vont avoir comme fondé le James Bulger Memorial Trust. Il y a un endroit complet, un site où est-ce que le drame y est survenu, là, sur la traque de chemin de fer, où est-ce que tout le monde va déposer des bouquets de fleurs. Encore aujourd'hui, c'est comme un gros site en mémoire du petit James Bulger. Puis, ils vont avoir comme des pages sur les réseaux sociaux, des pages Instagram, tout ça. Ils vont faire des marches avec des pancartes comme Justice for James, puis plein de pétitions pour arriver à faire garder John Venables en prison comme pour le restant de ses jours parce qu'il est dangereux. Et donc, c'est avec le courage de cette famille, les nombreuses pétitions faites par comme toute la population de l'Angleterre, le fait que ce cas-là, il reste dans la mémoire de tous, puis aussi la bonne décision des juges. John Venables, il a été déclaré inapte à sa libération et il restera encore derrière les barreaux. Par contre, on peut pas savoir pendant combien de temps encore, donc ça va être jusqu'à la prochaine décision du juge, mais on espère que chaque fois, ils vont prendre la bonne décision. C'est juste plate parce que c'est comme les parents de James peuvent jamais vraiment arrêter d'y penser, comme à chaque 3 ans, il va risquer d'être libéré, tu sais, fait que c'est quand même rough, là. Mais ils vont avoir fait comme un post Facebook quand ils ont reçu... un post Instagram, sur leur page de Memorial pour James quand ils vont avoir reçu la nouvelle, puis je vais le mettre dans les photos sur notre Instagram. Est-ce qu'ils se sont déjà excusés, les 2? Ont-tu comme montré des remords? Non, mais en fait... Faudrait que je retourne checker dans mes sources, mais il me semble qu'il y en a un des 2 qui aurait comme une fois montré un peu qui s'excusait. Je pense que c'est John, justement. Robert Thompson, lui, est resté vraiment froid, de glace, tout le long du procès. Il a comme accepté son sort, il a vécu ses 8 ans, il a disparu de la map, puis là, on sait plus vraiment ce qui se passe. Mais je pense que John, dans son espèce de crise de PTSD, il s'était excusé. Il avait un peu montré des remords, mais on savait pas vraiment si c'était vrai. Mais, tu sais, mettons qu'on revoit toute sa vie après, puis le fait qu'en ce moment, il est encore en prison. Il sait qu'il est pédophile, il sait qu'il y a un problème, il sait qu'il pourrait agir. Fait que dans ma tête, c'est peut-être vrai qu'il y a eu des remords, dans le sens qu'il aurait comme pas voulu que ça se soit passé comme ça. Puis c'est pour ça aussi qu'il demande à rester en prison, c'est qu'il sait de quoi il est capable, puis je pense qu'il se sent mal, puis il veut pas que ça réarrive, mais il sait qu'il est dangereux. Fait que je pense que John, oui, mais bof, là. Si on peut lui donner une chose, là, puis c'est comme une piche-note dans le dos là, que je donnerais, là, mais on peut au moins donner qu'il a reconnu qu'elle allait récidiver, comme. C'est déjà ça, mais ça l'enlève en rien qui est un esti dégueulasse. Non, puis ça fait peur parce que, tu sais, en 2020, mettons, il a été capable de dire, personnellement, je me ferai pas sortir de prison. Mais dans 5 ans, 10 ans, ça se peut là, qu'il change d'idée. Ça se peut que son envie soit tellement grande qu'il fasse croire au juge que là, il est officiellement prêt, mais que c'est juste parce qu'il est plus capable de... Fait qu'on pourra jamais savoir. C'est pour ça que c'est autant important, les pétitions que la famille font, de toujours le garder en prison. C'est que, voyons, genre, est-ce que le jour où il va demander à sortir, vous allez le laisser sortir aussi facilement? Tu sais, à chaque fois, ils l'ont laissé sortir.
La seule fois qu'ils l'ont pas fait, c'est quand lui a dit par lui-même, genre, laissez-moi pas sortir. C'est vrai. Tu sais, quand le monde demandait laissez-le pas sortir, il le laissait sortir, ça a fallu que ça soit lui-même. Ben, c'est Encore ça. une fois, ils sont au service du criminel. Oui! Genre, vraiment, là. Puis c'est pour ça que la famille lâche pas le morceau puis qui essaye d'être là à chaque fois au tribunal, même si à date, ils ont pas le droit de l'être. C'est parce qu'ils veulent s'assurer que, genre, hey, oubliez-nous pas, nous, les victimes. Genre, laissez-le pas sortir. Comme il vous l'a dit, là. genre, il est dangereux. Même s'il essaie de vous faire croire qu'il est mieux, il est pas mieux. Il changera pas, malheureusement, tu sais. Fait que, ça fait peur. Vraiment. Puis en plus, sous une nouvelle identité, c'est que tu peux même pas te protéger toi-même, tu sais. Mais c'est ça qui est con. Ça, c'est une partie qui est, genre, vraiment épouvantable de l'histoire. C'est que maintenant, c'est un pédophile, mais on sait pas il est où. On sait pas c'est qui. Ouais. Puis tu sais, tu sais pas, ton voisin, c'est peut-être lui, tu sais. C'est ça. Sauf qu'en même temps, à l'inverse, je comprends qu'à la seconde où ils vont dévoiler son identité, genre, je suis pas mal sûre qu'il va se faire tuer par quelqu'un, là. Ben, sûrement qu'il est sur la liste des déviants sexuels, mais avec son nouveau nom, là. C'est déjà ça. Parce qu'il a fait d'autres offenses. Ouais. Mais, tu sais, Robert, lui, là, il doit pas être sur les registres, là, parce qu'il a rien fait d'autre. C'est ça. Fait que tu sais pas, tu sais. En tout cas, c'est bizarre. Puis c'est juste atroce parce que, tu sais, on repense à comment ils ont trouvé le corps. Tu sais, il y avait comme la moitié de son corps qui était comme dénudé. Ben maintenant qu'on sait que John, il a genre des déviances pédophiles... Ouais, c'était peut-être lui plus... Ben, c'était peut-être lui, là, qui était le plus déviant dans les deux, puis qui... Tu sais, on sait pas ce qu'il a fait, là, parce qu'il l'avouera probablement jamais, mais... En tout cas... Pour vrai, je pense que c'est le pire cas qu'on a couvert. Genre, le plus c'était souffrant lourd, à entendre, là. C'est comme... C'est jamais facile de parler de meurtre d'enfant. Je vais essayer de pas en refaire avant un méchant bout. Mais quand j'ai comme lu sur ce cas-là, puis que j'ai vu à quel point... Tu sais, c'était des enfants qui avaient fait ça, j'en revenais pas. Je pouvais pas passer à côté. Mais je pense que le côté graphique puis la violence, c'était important d'en parler parce que je trouve qu'est-ce qui est beau aussi dans le true crime puis dans les épisodes que pas juste nous font, mais les autres podcasts font, c'est que à travers ces histoires-là horribles, on parle aussi de quelque chose de plus grand. Puis là, on aborde les thématiques de comment un criminel est quasiment plus protégé qu'une victime, tu sais. Puis je trouve ça important d'aborder ces sujets-là puis de mettre en lumière les failles du système un peu. Pas qu'on va changer le monde avec une petite balado, là, mais tu sais, de rappeler aux gens que à quel point il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le monde atroces, là. Pas juste ce meurtre-là, mais tout ce qui entoure aussi le système judiciaire, là, des fois, qui mériterait d'être travaillé, mais en même temps. Ouais. Bonne chance. Je suis vraiment d'accord. On dirait que ça me fait un petit baume, là. Je me dis, OK, j'ai pas juste traumatisé tous nos auditeurs. Ben, moi, je vois ça comme ça, là. Ben oui, moi aussi. Puis je trouvais important de faire le cas. Mais là, on dirait que ça me rassure que tu penses ça aussi. Puis... Parce que, tu sais, moi, la première, je connaissais le nom, là. Mm-hmm. James Bulger, puis la Stills, là, du petit gars avec son manteau de pluie jaune, voyons. Ouais. Avec son gars avec son manteau de pluie jaune, là, j'avais vu cette photo-là, puis oh mon Dieu, c'est vrai, il y a 2 enfants qui ont tué un enfant. Mais c'est pas juste ça, là. Ben non, c'est ça. En Non. tout cas. C'est tout aussi le système qui est fucké en arrière de tout ça, Oui, puis toutes les gens qui ont pas agi en voyant des trucs louches, comme ça peut-être... Si une personne là, qui entend cette histoire-là, puis qui après ça marche dans la rue, puis a un petit feeling qu'elle voit quelque chose de pas correct, peut-être que ça va la convaincre d'agir. Puis au pire, j'aurais capoté pour rien, mais oui, il vaut mieux c'est prévenir que mieux d'appeler la police, puis là, finalement, on retrace la famille, puis on se rend compte que c'est bel et bien, mettons, je sais pas, son petit frère, puis que... Whatever. Ouais. C'est mieux que t'aies l'air cave d'avoir fait ça que t'aies l'air cave d'avoir complètement rien fait puis que quelqu'un soit mort finalement, là. Mm-hmm. Ben oui, parce que ça te suit après, t'as des remords, sûrement, tu regrettes de pas avoir agi, tandis que, au pire, le lendemain, tu regrettes d'avoir capoté un peu pour rien, puis tu move on, là, tu sais, genre, c'est bien moins grave, là. Mais bon, bel épisode, bien raconté, puis vraiment mes sympathies à cette pauvre famille, là, puis ça me brise le cœur. Mm-hmm. Comme ça fait longtemps, mais pas si longtemps en même temps. C'est proche de notre année de naissance, c'est comme récent les derniers développements. Fait que
Ben oui. C'est encore un choc de comme... C'est quand la prochaine fois qu'on va apprendre que ça se peut qu'ils sortent de prison, tu sais, c'est rushant, là. Mm-hmm. Fait que... En tout cas, moi, je vais suivre l'histoire sûrement de près, là. C'est sûr que si je revois son nom sortir, là, je vais, écoute, moi, signer toutes les pétitions que je peux signer pour pas qu'il soit libéré, là. Ben Mais, oui, non, moi aussi. Bref, ça m'a Je vais traumatisée. signer avec toutes mes adresses courriel bidons que j'avais quand j'étais petite, là, pour faire plus de signatures. Ouais, vraiment. Mais voilà, j'espère que vous êtes pas trop traumatisés puis que vous avez quand même aimé mon histoire, même si c'était pas très jojo, puis que c'était même plus rough que l'habitude, mais bref, j'espère que vous avez quand même aimé que vous avez aimé mon histoire, même si c'était tough, puis que c'était important pour moi de la faire, puis c'est ça. Ben oui. Merci d'être restés, ceux qui ont pu, puis d'être toujours à l'écoute. On le dit chaque fois, mais merci, vous êtes tellement gentils, tellement encourageant, on sent vraiment tout votre support, fait que merci encore. Un moyen pour nous aider qui prend 2 secondes, c'est de nous mettre une note sur la plateforme de balado sur laquelle vous nous écoutez. Ça prend 2 secondes, puis ça nous aide beaucoup. Puis sur Apple, on peut écrire une petite review, fait qu'hésitez pas, écrivez 2-3 mots si vous voulez nous encourager, ça nous ferait full plaisir. Puis si c'est pas déjà fait, on est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Vous pouvez vous abonner, c'est là qu'on met les photos liées aux épisodes. Et finalement, on a un Patreon depuis 2 mois. Il y a déjà 3 épisodes bonus dessus, puis un Q&A filmé. Oui, puis à l'heure qu'on se parle, on va aussi avoir un live que vous pouvez regarder en reprise. Oui! Parce que là, pour nous, en ce moment, c'est dans 2 jours qu'on fait ça. Mais quand l'épisode va être sorti, il va être déjà disponible. Fait que si jamais vous voulez venir écouter notre live rediffusé, moi puis Ju, on va raconter 2 histoires dans le même petit épisode. Puis ça va être 2 trucs vraiment différents de ce qu'on a l'habitude de faire. Ouais, ça va être des histoires plus courtes. Fait que merci encore, on vous aime beaucoup, puis on se retrouve la semaine prochaine pour mon épisode. Oui! À la semaine prochaine, les petits cornets. Bisous! Bye! Bye!